mon objectif, ça va être de mieux vous faire comprendre le sujet de l'accessibilité numérique avant d'expliquer quels sont ces enjeux et le contexte réglementaire qui est en place et qui est en train de se mettre en place au niveau français et européen. Comme on est sur une session où vous n'êtes pas nombreux, nombreuses, n'hésitez pas à soit poser vos questions dans la conversation. J'en prendrai, je pense, connaissance des messages ponctuellement sur certains moments du webinaire ou simplement à lever la main sur Teams. Et puis, effectivement, on pourra échanger, hein. L'objectif, c'est que je puisse répondre à vos questions, vos interrogations sur le sujet, etc., etc. Si vous avez des questions qui sont très spécifiques sur vos projets, on le fera plutôt à la fin du webinaire. Là, par contre, si vous avez des questions plus génériques sur le sujet de l'accessibilité, les obligations légales, etc., n'hésitez pas du coup à le faire en cours de route. Oui, Euh, exactement. Les questions un peu plus confidentielles, on les fera à la fin quand j'arrêterai l'enregistrement pour qu'il n'y ait pas de problème de confidentialité. Voilà. Ce sera coupé de l'enregistrement. Mm. Pour me présenter très brièvement, je suis Sébastien Delorme, consultant expert en accessibilité numérique au sein d'un cabinet de conseil qui s'appelle Idéance, qui est un cabinet que j'ai fondé il y a quelques années. Ça fait personnellement presque, enfin ça fait même 20 ans puisque je travaille sur le sujet de l'accessibilité depuis 2005. Peu de temps avant que la mise en place des premières obligations sur le sujet en France. C'était à une époque où le sujet faisait beaucoup moins parler qu'aujourd'hui, hein. Même si on n'est pas forcément aujourd'hui extrêmement nombreux sur ce webinaire, c'est un sujet qui est très d'actualité, sur lequel il y a beaucoup de demandes, de sollicitations en ce moment, mais qui existe en réalité depuis un certain nombre d'années, puisque les premières lois en France ont 20 ans et le sujet de la prise en compte de l'accessibilité existe depuis que le web existe finalement. Euh, Mon quotidien, c'est de travailler sur cette thématique, d'accompagner des entreprises, des organismes publics, des agences web, toute personne qui à un moment donné intervient sur de la conception numérique. On est une équipe de 20 personnes qui sommes dédiées sur cette thématique chez Ideance. Et comme l'objectif, c'est d'y voir plus clair ensemble aujourd'hui sur le contexte réglementaire qui se met en place, avant ça, ce que je vous propose, c'est quand même qu'on définisse un petit peu plus ce qu'est l'accessibilité numérique. Souvent, il y a quelques idées reçues sur ce que c'est, sur ce que ça n'est pas. Et donc, on va le définir ensemble. Pour mieux le comprendre, avant de comprendre surtout l'impact utilisateur, je vais accorder pas mal de temps sur ce webinaire sur l'impact utilisateur pour vous montrer qui est concerné, ce que ça peut représenter pour des personnes qui ont un handicap moteur, visuel, des troubles cognitifs. C'est important, avant de parler de loi, de parler concrètement quels sont les utilisateurs concernés et pourquoi le sujet de l'accessibilité est fondamental pour beaucoup de personnes. Si de mon côté, j'avais à définir le sujet de l'accessibilité numérique, je dirais que c'est de rendre possible l'accès à l'information et aux fonctionnalités numériques pour les personnes handicapées. Il y a plusieurs choses qui sont fondamentales et essentielles dans cette définition. La première, c'est la cible des utilisateurs et utilisatrices concernés. C'est principalement et avant tout pour des personnes avec un handicap. On a souvent tendance à parler du confort pour tous, de l'impact que ça peut représenter pour d'autres utilisateurs, mais le sujet de l'accessibilité, il n'est pas perçu de la même façon si on a un handicap qui à un moment donné nous bloque l'accès au numérique ou si on n'en a pas et qu'on est dans une situation de confort. C'est pour ça que le deuxième point important de cette définition, c'est le rendre possible, puisqu'en fait, quand on parle d'accessibilité, on est vraiment sur une question d'accès au contenu et aux fonctionnalités. Je fais souvent le parallèle avec les trottoirs bateaux, donc les petits rabaissements de trottoirs que vous avez au niveau des passages piétons pour traverser. Certes, c'est un confort pour beaucoup de personnes qui, par exemple, se promènent avec des poussettes, avec des valises à roulettes. On n'a pas besoin de lever la poussette ou de lever la valise à roulettes quand on va traverser, puisque le trottoir est au niveau de la route. Mais c'est absolument indispensable et c'est pas du coup le même impact pour quelqu'un qui est en fauteuil. C'est-à-dire que si le trottoir ne se rabaisse pas au niveau de la route ou la route ne remonte pas au niveau du trottoir ou au niveau du passage piéton, on a une marche qu'il peut être impossible de franchir pour certaines personnes avec un fauteuil roulant. Alors principalement, par exemple, si on est sur un fauteuil roulant électrique, on ne peut pas le lever aussi facilement. Et donc,
Et puis même pour un handicap, un fauteuil pardon, manuel, ça peut être impossible de le lever. Ce qui fait que l'impact n'est pas du tout le même. C'est-à-dire qu'effectivement, l'objectif de l'accessibilité, c'est de rendre possible l'accès aux informations, aux fonctionnalités numériques quand on est en situation de handicap. Ça n'est pas de l'ergonomie, ça n'est pas une amélioration du confort d'utilisation, c'est vraiment une question de est-ce que je peux y accéder, oui, non. Par exemple, effectivement, vous avez un lien vers une transcription de ces webinaires qui se fait en live. C'est absolument indispensable pour quelqu'un qui serait sourd ou malentendant pour pouvoir suivre et comprendre les messages de ce webinaire. C'est du confort pour d'autres, mais c'est absolument indispensable pour des personnes qui sont sourdes ou malentendantes, par exemple. Et puis, du coup, dans cette définition, on a la notion d'information et fonctionnalité numérique, qui est un élément essentiel aussi de numérique. C'est-à-dire que quand on parle d'accessibilité aujourd'hui, on pense très souvent à l'accessibilité des sites web, mais en réalité, ça touche tous les supports, pas uniquement le web. Ça peut être des applications mobiles, ça peut être du matériel numérique. C'est-à-dire que le numérique aujourd'hui, c'est quelque chose de très très large. L'accessibilité va toucher les distributeurs de billets, des bornes connectées qu'on pourrait avoir dans des restaurants pour faire une commande en libre service, dans des gares pour acheter un billet de train sur le quai, etc., etc. Donc c'est vraiment tous les supports. Et d'ailleurs, on ne parle aujourd'hui plus que d'accessibilité numérique, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans ou il y a 15 ans, quand on travaillait sur le sujet, on parlait beaucoup d'accessibilité web, on le limitait au sujet du web. Aujourd'hui, le terme accessibilité web commence à vraiment disparaître au profit d'accessibilité numérique, qui est beaucoup plus large et qui montre que cet impact est en réalité beaucoup plus large et pas seulement isolé au sujet du web. Ça peut être des sujets qui sont très variés, comme l'électroménager. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de micro-ondes, fours, plaques à induction qui sont toutes entièrement tactiles et qui vont, par exemple, poser énormément de difficultés pour beaucoup de personnes aveugles ou très malvoyantes. Comment identifier un bouton pour augmenter la température s'il est uniquement tactile? C'est des vraies questions d'accessibilité et c'est pour moi de l'accessibilité numérique aujourd'hui, ces sujets-là. Ça touche tous les contenus. Sur du numérique, on consulte du texte, de la vidéo, du son, des podcasts, des documents PDF, Word, etc. Donc potentiellement tout contenu qu'on va exploiter, lire, consulter sur du numérique va être concerné aussi par des questions d'accessibilité. On ne va pas avoir le même accès sur une vidéo si elle est sous-titrée ou non, sur une image si les textes qui sont à l'intérieur sont suffisamment contrastés ou non, etc., etc. Et puis, ça touche des fonctionnalités et des services. Il faut bien avoir conscience de ça. L'accessibilité numérique, c'est effectivement de l'accès à de l'information. Est-ce que des supports de communication sont accessibles? Est-ce que des informations citoyennes sont suffisamment accessibles sur des sites des collectivités publiques et territoriales? Est-ce que le menu de la cantine de mes enfants est accessible pour pouvoir en prendre connaissance si les parents sont, ou les enfants, malvoyants, non-voyants, dyslexiques, etc. Mais ça touche aussi des services. Le numérique, c'est aussi déclarer ses impôts, réserver un restaurant, euh, faire une demande de garde, remplir un formulaire CERFA, etc., etc. Donc c'est aussi tout un tas de démarches. Et l'accessibilité numérique se pose la question de est-ce que ces démarches sont faisables, est-ce qu'elles sont accessibles, et est-ce que les contenus sont également accessibles, compréhensibles, etc. Donc c'est vraiment un sujet qui est très très vaste et qui ne se limite pas seulement au sujet du web, comme on a souvent tendance à l'imaginer. Le dernier point important dans la définition, bah, c'est effectivement quelles sont les personnes qui sont concernées. Je vais y passer une petite dizaine de minutes pour que vraiment on ait le temps de bien comprendre quel est l'impact en vous donnant des exemples de situations de handicap ou de personnes qui, à un moment donné, vont rencontrer des difficultés si on ne prend pas en compte le sujet de l'accessibilité. Dans les exemples, on peut citer par exemple des déficiences cognitives et certaines personnes qui vont avoir des difficultés pour effectivement comprendre certaines informations en fonction de la mise en forme. C'est très très varié. Ça peut être des troubles de l'attention. Vous pouvez avoir des personnes qui à un moment donné sont gênées par des animations, par des mouvements qui sont pas contrôlables, qu'on ne peut pas arrêter. Vous avez peut-être déjà vu des petits boutons de mise en pause, de carrousel, de système d'animation qui sont là justement pour des raisons d'accessibilité.
Ça peut être des troubles de l'apprentissage, comme la dyslexie, comme la dysorthographie, la dyscalculie. Il existe aujourd'hui des normes, des règles sur la mise en page, sur des tailles de texte, sur des polices de caractères, sur la capacité qu'aurait une interface à changer ou à s'adapter à la largeur de la fenêtre pour justement faciliter ou améliorer la lisibilité pour beaucoup de personnes dyslexiques. Ça peut être de l'épilepsie. Dans les normes d'accessibilité, on a des fréquences ou des clignotements qui sont formellement interdits. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des choses clignotent sur l'écran avec des fréquences qui sont très, très rapides, ça peut engendrer des risques importants. Et donc, du coup, il existe aussi des choses sur ce sujet-là sur de la compréhension, sur du trouble du spectre autistique, par exemple, ou ça peut être des questions autour du handicap mental, par exemple. Et vous avez peut-être probablement déjà entendu parler du facile à lire et à comprendre, le FALC, qui est effectivement un ensemble de règles ou de bonnes pratiques rédactionnelles pour faciliter la compréhension des contenus. Je vais d'ailleurs en parler très brièvement parce qu'effectivement, le FALC, c'est quelque chose qui est rarement cité dans les obligations légales, ça en fait pas vraiment partie. Euh, et donc, c'est important aussi de savoir ce que c'est. Pour ça, je m'appuie sur des personas qui sont pour la plupart fictifs, hein. Mon objectif, c'est surtout de vous présenter des types d'utilisation qui peuvent tout à fait exister dans la réalité. Et si on imagine Tina, qui est lycéenne et porteuse de trisomie 21, elle va avoir besoin de lire beaucoup d'informations et ce temps de lecture lui demande enfin, cette lecture lui demande beaucoup de temps et de concentration et elle aura tendance à mieux comprendre des phrases simples, courtes, qui vont à l'essentiel. C'est globalement avoir accès à des contenus qui respectent un certain nombre de pratiques rédactionnelles. Par exemple, en France, l'un des seuls cas où il va être obligatoire de prendre en compte le langage clair, c'est sur la propagande électorale. Vous vous rendez compte que c'est bien insuffisant en termes de typologie de contenu sur lequel il y a des obligations. Mais vous avez peut-être déjà vu les, euh, les petits flyers, ça porte un nom, qui sont transmis par les candidats et les candidates aux élections présidentielles qui doivent être disponibles en langage clair. Le langage clair, c'est du coup, des bonnes pratiques sur la longueur des lignes, les mots, le fait de limiter les expressions et d'aller à l'essentiel sur certains textes, d'accompagner de visuels, etc., etc. Vous avez peut-être déjà vu ce petit pictogramme, un petit livret ouvert avec une icône à gauche, du texte à droite et un personnage qui lit ce livret. C'est l'icône officielle pour le facile à lire et à comprendre, le FALC, qui est de plus en plus utilisé. On en trouve sur des livres de cuisine, des guides de visite dans des musées, dans les espaces culturels, on en trouve de plus en plus. On a aussi des mutuelles ou des assurances qui fournissent des livrets FALC de leurs contrats, des formules d'assurance qui vont exister, ce que ça couvre, ce que ça ne couvre pas, etc., pour clarifier effectivement un certain nombre de sujets. Pour vous donner d'autres cas de figure également, imaginons Paul, qui est animateur radio et qui présente un trouble de l'attention et qui est aussi dyslexique. Lui, son quotidien, c'est la lecture de revues de presse, des sites d'information. S'il va animer quelque chose sur un événement culturel, il peut aller se rendre sur des sites, des sites culturels. Et là où il pourrait être très fortement gêné, c'est par exemple sur ce type d'animation. C'est le site du MUSEM, pardon, qui est peut-être changé depuis, hein, puisque c'est un enregistrement. Et quand on défile sur ce site, on se rend compte qu'il y a plein de textes qui défilent de gauche vers la droite, qui transmettent des messages, des informations sur les présentations d'expositions, etc., etc. Ces mouvements qui sont ce qu'on appelle des mouvements perpétuels, c'est-à-dire que le texte défile sans fin. C'est des gènes qui peuvent être particulièrement fortes, voire bloquantes pour certains utilisateurs. Et donc, quelqu'un comme Paul, son besoin, lui, en termes d'accessibilité, c'est pas tant qu'il n'y ait pas d'animation, même si ça reste l'idéal, c'est au moins qu'ils puissent les mettre en pause. C'est-à-dire que si au moins ces sites proposent des animations, bah, effectivement, qu'il y ait des petits boutons de pause pour pouvoir les arrêter, qu'une vidéo se lance pas automatiquement en cliquant sur un lien et en arrivant sur une page, mais que ce soit lui qui maîtrise le fait de la lancer et de la mettre en pause. Ça peut être son besoin de personnaliser l'apparence des textes parce que
en tant que dyslexique, il aura certaines difficultés avec certaines polices de caractère ou certaines lignes qui sont trop resserrées. Donc il a besoin d'ajuster tout ça. Généralement, il utilisera des outils pour ça, des réglages dans son système d'exploitation, son navigateur. Il existe des logiciels aussi qui permettent de personnaliser l'affichage pour beaucoup de personnes dyslexiques. Et la grosse question, c'est est-ce que s'il change la police de caractère et est-ce que s'il dit bah, moi demain je veux tout afficher en Arial taille 14, est-ce que les sites réagissent bien? Est-ce que les textes restent lisibles? Est-ce qu'on n'a pas de chevauchement qui se mettait à apparaître, etc. Donc la prise en compte de l'accessibilité, c'est ça. C'est garantir le fait que si l'utilisateur fait des changements sur sa machine, pour quelle que soit la raison d'ailleurs, est-ce que le site finalement va bien réagir? Et puis, pour avoir d'autres exemples, je pense à la déficience visuelle. Sur la déficience visuelle, c'est vraiment un handicap qu'on aborde très souvent quand on parle d'accessibilité numérique. Alors, l'une des raisons, c'est aussi parce que c'est potentiellement la situation où on va être dans des cas d'utilisation qui sont très similaires à ce que peuvent rencontrer d'autres utilisateurs. Pour ça, j'ai tendance à résumer l'usage du numérique de cette façon-là. Quand on utilise le numérique aujourd'hui, on clique sur une souris, on saisit du texte sur un clavier, on touche un écran quand on est face à un écran tactile. On parle de plus en plus à des assistants vocaux, à des outils de reconnaissance pour écrire du texte ou lancer des consignes. Et puis en contrepartie, les supports numériques nous affichent des contenus qu'on peut regarder, lire si c'est du texte, écouter si on est face à une vidéo, et puis comprendre. On va essayer tâcher de comprendre la totalité de ces informations. Et finalement, quelqu'un qui est par exemple non-voyant, bah, on se rend assez facilement compte du coup de l'impact que ça va avoir. Euh, Regarder un texte ou le lire quand on est non-voyant, évidemment, ça va pas se faire probablement de la même façon. On va plutôt s'appuyer sur une synthèse vocale que sur un écran pour lire du contenu. Mais de la même façon, cliquer sur une souris, pour quelqu'un de non-voyant, c'est pas faisable puisqu'on ne voit pas le curseur sur l'écran. Mais comme quelqu'un avec un handicap moteur pourrait ne pas cliquer sur une souris pour d'autres raisons, donc pas parce qu'on ne voit pas le curseur à l'écran, mais parce qu'on ne peut pas tenir la souris ou avoir la capacité à bouger le bras. Et donc en fait, le handicap visuel est assez représentatif de beaucoup d'autres types de handicaps en termes de difficulté d'accès. On va pas utiliser la souris comme quelqu'un avec un handicap moteur n'utilisera peut-être pas la souris moteur au niveau des membres supérieurs, bien entendu. On va pas lire du texte, mais de la même façon avec un écran, mais peut-être plus en braille ou l'écouter avec une synthèse vocale. Tout comme quelqu'un qui est dyslexique s'aidera peut-être d'une synthèse vocale pour lire de l'information. Donc c'est assez représentatif de d'autres difficultés qu'on peut rencontrer. Je vous donne encore une fois deux personas. Imaginons Mathieu, qui est musicien, non-voyant. Il utilise un logiciel de musique du coup pour composer, pour enregistrer, faire des arrangements, etc. Et ce logiciel de musique, bah, il va l'utiliser avec un lecteur d'écran. Lecteur d'écran, c'est, comme son nom l'indique, un logiciel qui lit l'écran. Alors même si c'est pas vraiment l'écran qui est lu, c'est plutôt le code de ce logiciel et qui va le restituer sous deux formes, audio ou braille, selon si la personne est brailliste ou non. Euh, voilà ce qu'est globalement le lecteur d'écran. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu en démonstration, en vidéo. Le lecteur d'écran, vous en avez plusieurs modèles, hein, si vous voulez vous documenter pour regarder un petit peu ce que c'est. Vous avez un logiciel qui s'appelle NVDA, qui est un logiciel open source. JAWS, qui est le dernier de ma liste, qui est un logiciel commercial, mais qui est très utilisé sur contexte Windows. Et puis, vous en avez aussi qui sont embarqués nativement dans les systèmes d'exploitation, VoiceOver sur tous les environnements Apple ou TalkBack sur les environnements Android. Et ces systèmes-là, du coup, vont nous restituer l'information sous forme audio. On va les piloter avec le clavier ou avec des gestes différents qu'on va faire sur le téléphone. Et pour les personnes qui sont non-voyantes et braillistes, potentiellement, on peut les connecter une plage braille, un terminal braille, qui va afficher en braille ce qui se lit sur l'écran. Si vous voulez avoir une démonstration, je vous conseille par exemple de regarder le témoignage de Manuel Pereira. C'est une vidéo qui commence à dater un petit peu, mais qui reste tout à fait d'actualité. C'est le responsable du pôle accessibilité au sein de l'association Valentin AI.
Et il avait fait une petite vidéo avec Combini Techno il y a quelques années où il montre comment il utilise un smartphone dans son quotidien, les difficultés qu'il rencontre, les solutions de contournement qu'il peut trouver sur certaines applications. La démonstration est assez intéressante. Et si je prends un autre exemple de handicap visuel, non pas dans la cécité cette fois, mais plutôt sur de la malvoyance ou de la basse vision. Par exemple, Saloua, qui est chef de projet dans le numérique, elle a une perte de vision périphérique, on appelle ça une vision tubulaire. Vous avez la rétinite pigmentaire, par exemple, qui entraîne des visions tubulaires. Alors, c'est un champ de vision qui va être restreint, comme si vous regardiez dans un tube au final, et c'est toute la vision périphérique qui va être dégradée. Donc, dans ces cas-là, pour quelqu'un qui a une vision tubulaire, contrairement à beaucoup d'idées reçues, c'est des personnes qui auront besoin peut-être de réduire la taille des textes ou de réduire la largeur d'une interface, qui vont peut-être préférer utiliser un smartphone ou un petit écran qu'un grand écran, euh, et qui ont besoin aussi de contrastes qui sont renforcés puisqu'on va lire dans des textes qui sont petits. Pour vous donner un exemple, une simulation assez grossière, hein, ça reste une simulation. Une vision tubulaire, ça peut engendrer ce type de vue. Donc, comme si vous regardiez dans un tube, vous avez toute une partie périphérique qui va être non exploitable. Et quand on est face à une interface logicielle, qu'utilise n'importe quel chef de projet, la difficulté, bah, c'est qu'effectivement, on a très très peu d'informations dans le champ de vision. Donc, on peut être avec des personnes qui vont réduire la taille de leur navigateur, qui vont réduire la largeur de la fenêtre, l'objectif étant d'avoir un maximum d'informations qui rentrent dans le champ de vision. Et donc, c'est pour ça que les contrastes vont être importants. C'est pour ça que dans les normes d'accessibilité, on vérifie qu'un site web soit responsive, par exemple, qui s'adapte à des largeurs d'écran qui sont variables, parce que le handicap visuel fait qu'on a parfois besoin de réduire la taille du texte et la largeur de la fenêtre. Et puis parfois, c'est d'autres cas. Ça peut être des DMLA, des dégénérescences maculaires liées à l'âge, qui provoquent l'effet contraire, c'est-à-dire que c'est des atteintes centrales. Le champ de vision central est dégradé. C'est uniquement le champ de vision périphérique qui reste exploitable. Et dans ces cas-là, on est plutôt sur l'inverse, des personnes qui vont agrandir la taille de texte, qui vont utiliser des très grands écrans, l'objectif étant d'exploiter la vision périphérique comme au maximum. Donc l'une des règles d'accessibilité, c'est est-ce que mon interface, elle arrive à s'adapter efficacement à tous les réglages utilisateurs. Et sans passer en revue toutes les typologies de handicap, mais pour bien comprendre que l'impact il est large, ça peut être, je l'ai dit un petit peu rapidement tout à l'heure, des personnes par exemple avec une déficience motrice qui vont avoir des difficultés pour utiliser leur membre supérieur. Vous avez une vidéo, par exemple, de Sadi que je partagerai, que vous verrez dans les supports qui seront transmis aussi par la suite. Mais alors Sadi, pour le coup, c'est une vraie personne, on n'est plus sur un persona. Elle a une paralysie cérébrale qui impacte la motricité de ses membres et aussi son élocution. Et ça dit, sur certaines vidéos, on la voit effectivement monter des vidéos, faire du montage vidéo avec ce qu'on appelle des contacteurs. Donc, les contacteurs, vous les voyez rapidement sur son appui-tête, à gauche et à droite, c'est des gros boutons. Il y en a deux, un de chaque côté. Et en actionnant ces boutons, on peut faire la totalité de ce qu'on fait avec une souris et un clavier. Alors évidemment, l'utilisation de l'interface est différente, mais c'est tout à fait possible. On parle souvent de navigation clavier, c'est globalement une espèce de navigation clavier, le fait d'utiliser des contacteurs avec un bouton qui nous permet de parcourir les éléments et un bouton qui permet de valider une action. Donc vous avez pas mal de vidéos, je vous les partagerai aussi, pas les partager là dans le webinaire, mais je vous les partagerai pour un petit lien pour pouvoir y accéder, qui permettent de vous montrer un petit peu comment on utilise ces contacteurs. Le matériel, il va être très différent. Alors, c'est souvent de l'adaptation matérielle quand on est en situation de handicap moteur. Ça peut être des claviers qui sont adaptés, des souris qui sont adaptées. Là, par exemple, un clavier guide-doigt. C'est des touches qui sont en creux. Donc, quand on tremble, par exemple, ça permet de bloquer le doigt et de ne pas appuyer sur les touches qui sont à côté. Ça peut être des personnes qui vont piloter l'ordinateur par le regard ou par des mouvements du visage, même si c'est très rare parce que ça demande une concentration qui est très très importante et c'est très vite fatigant de piloter son ordinateur par des mouvements du visage ou par le regard, mais ça existe, c'est faisable dans certains cas. Et puis,
Ça peut être la reconnaissance vocale, qui est très très utilisée par beaucoup de personnes avec un handicap moteur. On peut aujourd'hui, effectivement, vous le connaissez peut-être, la reconnaissance vocale pour parler et ça écrit du texte, mais on peut s'en servir pour piloter un ordinateur, euh, pour demander de cliquer à tel ou tel endroit, de fermer une fenêtre, d'ouvrir un logiciel, de cliquer sur tel bouton dans le site web, etc. Euh, donc c'est une interface comme une autre, c'est-à-dire qu'on pilote son ordinateur par la voix. La grosse question, c'est est-ce que ça fonctionne sur tous les sites web en fonction de la manière dont ils sont codés? Et la réponse, ce sera bah non. Si l'accessibilité n'est pas prise en compte, finalement, effectivement, ce sera peu fonctionnel. Voilà, je vous passe tous ces exemples. Ça peut être aussi des déficiences auditives et l'importance de sous-titrer ou de traduire en langue des signes, puisque la langue des signes est fondamentale aussi dans la culture sourde. Vous avez beaucoup de personnes pour qui c'est vraiment la langue des signes qui permettra de rendre accessibles des contenus. D'autres, le fait d'avoir une transcription ou un sous-titrage. Donc, tous ces éléments-là sont absolument indispensables. Sans compter qu'effectivement, on peut être dans des situations de multi-handicap et donc avec des personnes qui peuvent se retrouver dans des combinaisons de handicap qui font que on va avoir des besoins qui sont multiples. Donc ça, c'était pour illustrer un petit peu le pourquoi de l'accessibilité au sens quels sont les utilisateurs et les utilisatrices qui sont concernés. Je vous invite vraiment à aller regarder des vidéos, à vous documenter sur le sujet. C'est important de bien comprendre quels sont les besoins et pourquoi on va rencontrer des difficultés face au numérique pour ensuite mieux prendre en compte l'accessibilité et savoir quels sont les leviers à actionner. Il y a d'un côté l'aspect légal, mais il y a aussi le besoin et les attentes fortes des utilisateurs. Alors pourquoi on en parle de plus en plus? C'est de manière assez évidente, ça fait partie du droit fondamental du citoyen, c'est-à-dire que chaque personne puisse accéder au contenu, aux services qui sont proposés, que ce soit un service public ou privé. C'est un levier majeur pour lutter contre la discrimination. La prise en compte de l'accessibilité sur des portails de recrutement, par exemple, elle est fondamentale si on veut pouvoir prendre connaissance de toutes les offres, candidater et postuler à des offres d'emploi. Le prérequis, c'est que bah, ce parcours-là pour candidater, par exemple, soit accessible. Et étant donné que la plupart aujourd'hui des offres et des parcours de candidature sont faits de manière numérique, effectivement, le sujet de l'accessibilité ou de la non-accessibilité peut engendrer des discriminations assez fortes. C'est un moyen de favoriser l'inclusion, évidemment, des personnes avec un handicap. La publication de contenu, aujourd'hui, il est assez peu fréquent, malheureusement, d'avoir des communications de petites collectivités qui sont accessibles. Et je connais assez peu, voire pas du tout, de plateformes qui permettent, sur de la vie locale, inscrire des enfants à la garderie ou à l'école, consulter le menu de la cantine, ce type de service, par exemple à ma connaissance, très peu, voire pas du tout, sont malheureusement accessibles. Et donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de travaux à faire sur ce sujet-là. Et puis, bah, c'est aussi un gage d'autonomie fondamental. La non-accessibilité fait que, malheureusement, pour beaucoup de personnes, on va dépendre d'une aide externe pour réaliser certaines actions, alors qu'en réalité, le numérique permet de rendre pleinement autonome. S'il est difficilement concevable, en étant non-voyant, par exemple, de faire des courses seul dans un supermarché parce que identifier les rayons, les produits, c'est aujourd'hui impossible seul dans un supermarché, ça l'est en théorie parfaitement sur du e-commerce et donc remplir son panier, payer, se faire livrer, on peut être pleinement autonome sous réserve effectivement que ces services numériques soient pleinement accessibles. Et puis, bah, l'accessibilité, c'est aussi un ensemble d'obligations légales. On va en parler puisque c'est aussi l'objectif de la deuxième partie de ce webinaire. Avant d'enchaîner sur cette partie, est-ce que parmi vous, il y a des questions, des remarques particulières que vous aimeriez que j'aborde avant de justement partir sur la partie obligations légales et directives européennes? Oui, c'est tout bon. Donc, je vous propose effectivement de basculer sur cette partie obligation légale pour voir si le sujet est clair pour vous et si vous avez des questions. Alors, vous avez probablement entendu beaucoup parler de la directive européenne d'accessibilité, le EA, la European
le AA, pardon, la European Accessibility Act. Euh, En réalité, ce sujet de l'accessibilité numérique, il est légiféré depuis de très nombreuses années en France, globalement, la directive européenne ne vient que rajouter des périmètres légaux pour certains acteurs, mais de manière euh, assez importante, finalement, le sujet est déjà une obligation légale en France pour beaucoup. Ça touche les organismes publics. Depuis la loi du 11 février 2005 et l'article 47, l'ensemble des organismes publics sont soumis à des obligations d'accessibilité. Donc en réalité, si on est dans le secteur des transports, par exemple, et un organisme public ou privé reconnu d'utilité publique, on a déjà des obligations légales qui existent par la loi du 11 février 2005. Cette loi a été étendue aux entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions d'euros donc en 2019. Donc en réalité, depuis 2019, toute entreprise privée qui dépasse 250 millions d'euros est déjà soumise à des obligations d'accessibilité sur l'ensemble de ses périmètres, que ce soit des sites web ou des sites, des applications mobiles, que ce soit à destination des clients du grand public ou de ses salariés, collaborateurs et collaboratrices, les obligations légales existent. Et l'obligation est étendue aux services, à certains services au public par la directive européenne à partir du 28 juin 2025. Et c'est principalement un certain nombre de services type e-commerce, transport, banque qui vont être touchés par ces obligations d'accessibilité. En Europe, vous avez deux directives. Une directive de 2016 qui adresse les organismes publics. Donc, comme en France, finalement, sur l'ensemble du territoire européen depuis 2016, tous les organismes publics ont des obligations de prise en compte de l'accessibilité. Et c'est la directive 2019 qu'on appelle la European Accessibility Act, qui précise des obligations légales pour les produits et services des organismes, qu'ils soient privés ou publics. On va avoir des obligations d'accessibilité sur certains produits et services. C'est ça qu'on appelle la European Accessibility Act. On cible un certain nombre de services numériques pour apporter des obligations réglementaires. En France, du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez ces deux lois, celle du 11 février 2005, qui s'adresse au secteur public et au secteur privé qui dépasse 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, quel que soit le domaine d'activité, si on est public ou privé qui dépasse ce chiffre d'affaires, on a des obligations légales sur son support numérique. Et on a la transposition française de la directive européenne qui s'applique à partir du 28 juin 2025, qui, elle, va finalement élargir le périmètre. On ne parle plus seulement de chiffre d'affaires, on va parler de services. Et donc, notamment dès qu'on fournit des services de consommation, des services monétaires type banque, contrat, etc., ou des services de transport, mais c'est aussi plus large que ça, on va avoir des obligations d'accessibilité qui arrivent au 28 juin 2025. Donc ça va concerner finalement toutes les entreprises qui sont en dessous de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour toutes celles qui sont au-dessus, on avait déjà des obligations, donc ça va ne faire que les renforcer ou les doubler d'une seconde loi. Et souvent, les questions qui se posent, c'est quelles sont concrètement les obligations et quels sont les risques et les sanctions qu'on va avoir. Donc c'est pareil, je vais essayer de vous présenter les choses de manière assez synthétique et claire. Euh, en préambule, on devrait publier chez Ideance une cartographie ou une infographie qui permettra de répondre à un certain nombre de questions. Je suis une entreprise privée, publique, oui, non, etc. J'ai tel chiffre d'affaires et ça permettra en fonction de vos contextes, vous donner concrètement quelles sont vos obligations légales. Parce qu'aujourd'hui, le sujet est quand même assez flou par le fait qu'on ait ces doubles lois en France et en Europe. C'est pas toujours évident de s'y retrouver. Donc concrètement, ce que je vais dissocier, c'est la loi de 2005, c'est-à-dire celle qui existait depuis 2005, même si elle a été étendue au secteur privé, et puis ce qui va arriver à partir du 28 juin 2025 pour essayer de mieux clarifier les choses. Donc ce qui est déjà en vigueur avec la loi du 11 février 2005, c'est que tous les contenus numériques doivent être accessibles. Donc pensez encore une fois, 2005, c'est le secteur public et le secteur privé qui dépassent un certain seuil de chiffre d'affaires. Tous les contenus numériques doivent être accessibles.
Donc les sites web, les intranets, les extranets, les applications mobiles. Là, je cite presque la loi, puisque la loi dit que tous les services au public en ligne doivent être accessibles, et la loi liste site internet, intranet, extranet, progiciel, applications mobiles et mobilier urbain numérique. On a l'obligation de publier ce qu'on appelle un schéma pluriannuel d'accessibilité. Vous l'avez peut-être vu sur certains organismes privés ou publics, et un plan d'action. Donc le schéma pluriannuel, c'est un document sur 3 ans qui va donner les grandes lignes du plan d'action ou des engagements, des engagements politiques, j'allais dire, mais c'est presque ça, des engagements de l'organisation en matière d'accessibilité. Est-ce qu'on forme nos équipes? Est-ce qu'on s'engage à faire des audits? Qu'est-ce qu'on prévoit de faire sur les 3 prochaines années pour s'améliorer? Et c'est souvent, et ça doit être accompagné de plans d'action qui, de manière concrète, vont dire, bah, en 2025, ça veut dire qu'on va former X personnes, améliorer la conformité de tel et tel site, intégrer l'accessibilité dans nos cahiers des charges, et ainsi de suite. On va décliner ça en plan d'action concret. Document qu'on doit publier pour mettre à disposition des autorités non, des autorités de contrôle, pardon, ou du grand public. On a l'obligation d'être conforme à la norme européenne, au doux nom indigeste de EN 301-549. Cette conformité européenne, elle peut s'évaluer pour les services web par le RGA ou WCAG. Vous avez probablement déjà entendu parler aussi du RGA, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Il permet de mesurer si on est conforme ou pas à cette norme européenne. Euh, alors, il y a des sujets d'amélioration de version. On n'est pas tout à fait aligné avec le RGA aujourd'hui sur les versions de ce qui est demandé exactement par la norme européenne, mais tout ça est en cours de mise à jour aujourd'hui au sein du gouvernement. Et enfin, on a l'obligation de publier une déclaration de conformité. Donc, même chose, quand vous avez, voir sur certains sites web, souvent dans le pied de page, à côté des mentions légales, vous allez avoir des petits liens, accessibilité partiellement conforme, non conforme, totalement conforme. C'est des documents qu'on doit publier. On doit mentionner ce niveau de conformité et publier une déclaration qui permet de préciser si oui ou non on est conforme, et si ce n'est pas le cas, de préciser pourquoi, ce qui ne va pas, et surtout de donner un point de contact. Donc, normalement, sur ces déclarations de conformité, on est censé trouver un point de contact. Si l'utilisateur rencontre une difficulté, il doit pouvoir contacter le propriétaire du site pour qu'une correction, pour signaler le problème et qu'une correction soit apportée. Donc ça fait partie des obligations de la loi de 2005. Et depuis 2023, l'Arcom a autorité pour vérifier et sanctionner la non mise en œuvre de cette loi, aussi bien le secteur public comme le secteur privé. Et donc l'Arcom peut sanctionner l'absence de déclaration de conformité, l'absence de schéma pluriannuel, l'absence de mention de niveau de conformité. Donc si on ne fait pas acte de transparence, on est sanctionnable. Les sanctions prévues, c'est jusqu'à 25 000 euros en cas de contrôle par l'Arcom. Donc ça peut être par site web, hein, c'est-à-dire qu'effectivement l'Arcom peut dire qu'il manque une déclaration sur tel site, tel site, tel site. Et elle a aussi autorité, alors cette fois que pour le secteur public, à contrôler et à sanctionner l'absence de conformité, c'est-à-dire que faire acte de transparence, c'est bien, mais on doit à terme devenir conforme aux normes d'accessibilité. Et le secteur public est sanctionnable en cas de conformité partielle ou non conformité jusqu'à 50 000 euros. L'Arcom est à autorité depuis assez peu de temps pour contrôler ça, mais effectivement, elle commence à adresser des courriers à certains organismes. Elle partage son plan d'action, on peut le retrouver sur son site web avec effectivement les ratios de type de structure qu'elle a vocation à contrôler. Donc ça, c'est pour la loi du 11 février 2005, c'est ce qui est déjà en vigueur. Et finalement, à partir du 28 juin 2025, vont entrer d'autres éléments, et donc notamment des obligations sur l'ensemble un certain nombre de services et de produits. Ils sont clairement définis par l'Union européenne. Donc vous allez y retrouver tous les services de communication électronique, des obligations notamment sur pour les outils de visio, par exemple, qui peuvent être utilisés. Les médias sont concernés, donc tout site web de médias a des obligations d'accessibilité, enfin aura à partir du 28 juin. Les services de transport de voyageurs, donc les compagnies aériennes, les transports collectifs,
les transports collectifs de ville, par exemple, les trains, le ferroviaire, etc., etc., ben, tout ce qui est service de transport de voyageurs. Et l'objectif, c'est que leur service de réservation de billets, de modification de billets, d'achat de billets, etc., soit accessible. Les contrats et les services bancaires, donc tout ce qui va être gestion de la monnaie, contrat, ouverture d'un compte, gestion de sa monnaie, faire des virements, les méthodes de paiement aussi vont entrer dans ce cadre de l'obligation légale et l'intégralité du commerce électronique. L'Union européenne définissant très clairement le commerce électronique comme étant toute euh, alors j'ai perdu le terme exact qu'utilise l'Union européenne, mais en gros, toute conclusion d'un contrat de service, de prestation ou d'achat avec le consommateur est du commerce électronique. Donc, ça peut être effectivement de l'achat de biens tel qu'on l'imagine aujourd'hui sur le commerce électronique, l'achat avec la livraison, mais ça peut être la contractualisation d'un contrat, la souscription d'un contrat d'assurance, c'est du commerce électronique. L'objectif pour l'ensemble de ces services, c'est d'être conforme à la norme européenne. Alors, toujours cette fameuse norme EN 301-549. Une version va être publiée, une mise à jour en 2025 ou en 2026. Une nouvelle version doit être publiée. Donc, pour l'instant, c'est la version 3.2.1 exactement qui est actuellement en vigueur, mais elle devrait être mise à jour assez prochainement. C'est une obligation de mettre à disposition du public sous un format accessible les informations relatives au respect des exigences d'accessibilité. Donc un petit peu comme la déclaration de conformité qu'on a depuis 2005 en France, c'est d'être capable auprès de notre public de dire bah, voilà ce qui est accessible, voilà ce qui ne l'est pas, voilà comment on respecte les normes d'accessibilité. Et en cas de non-conformité, on doit pouvoir être en mesure de prendre des mesures correctives et d'en informer les autorités de contrôle, puisqu'on a tout un tas d'organismes qui sont habilités à contrôler la conformité. Mais aussi, sur demande de ces autorités de contrôle, on doit être capable de démontrer la conformité. Donc en fait, à partir du 28 juin 2026, à partir du moment où on fournit un service qui est dans la liste que j'ai citée en amont, on a cette obligation d'être conforme et de le prouver et de pouvoir le démontrer auprès des autorités de contrôle. On voit souvent l'échéance du 28 juin 2030 qui est citée. L'échéance du 28 juin 2030, c'est dans d'autres cas de figure. C'est principalement pour tous les produits, cette fois, tout ce qui repose sur du matériel à des échéances qui sont un petit peu plus longues. En réalité, pour tout ce qui est service numérique, qui ne repose pas sur des solutions matérielles, l'échéance, elle est au 28 juin 2025. Donc, on doit être conforme à partir du 28 juin 2025. Ça reste assez utopique aujourd'hui de se dire que demain, tous les services numériques seront accessibles, mais en tout cas, il faudra être en mesure de montrer qu'on fait des choses et de répondre aux attentes des utilisateurs, c'est-à-dire de pouvoir prendre des mesures correctives en cas de non-conformité, et donc de déployer des plans d'action, etc., etc. Ça, c'est tout ce qui rentre à partir du 28 juin 2025. Et pour lister et anticiper les éventuelles questions sur les sanctions, sur ce nouveau périmètre qui arrive au 28 juin, c'est la répression des fraudes, la DGCCRF qui pilote les dispositifs de contrôle. Elle va être appuyée par d'autres organismes, l'ARCEP pour les communications électroniques, la CPR, l'AMF et la Banque de France, pardon, la CPR et l'AMF pour tout ce qui est information fournie aux consommateurs. Et la Banque de France aura dans le périmètre principalement les services de paiement, d'authentification, de signature électronique. Le non-respect de ces obligations, donc le non-respect de la conformité, cette fois, on peut sanctionner non pas la transparence, mais aussi l'absence de résultat. C'est une contravention qui peut aller jusqu'à 7 500 € pour une personne morale, mais surtout une injonction de mise en conformité. C'est-à-dire que la répression des fraudes ou ces autres organismes auront la possibilité d'imposer la mise en conformité d'émettre une injonction. Et associé à cette injonction de mise en conformité peut être associée une astreinte journalière qui est fixée à 3 000 € par jour. Alors, le plafond est fixé à 3 000 € par jour. Ça peut atteindre une somme maximale de 300 000 €. C'est-à-dire que tant que le service ne sera pas conforme, la répression des fraudes ou les autres organismes ont la capacité à émettre une injonction journalière. Compte tenu effectivement du temps que ça peut représenter pour améliorer, pour modifier un service numérique, on peut arriver sur des sommes qui sont assez importantes. Et d'ailleurs, le 25 juin prochain, une conférence aura lieu qui s'appelle A11Y Paris,
Elle est malheureusement déjà complète si vous n'avez l'information qu'aujourd'hui, mais sur laquelle effectivement certains organismes de contrôle, dont de mémoire la répression des fraudes et l'ARCOM, devront intervenir et prendre la parole, probablement pour présenter leur plan d'action à venir. Et je crois que cette conférence est filmée, donc si vous voulez, vous pourrez accéder au replay si vous n'êtes pas inscrit ou inscrite. Voilà globalement sur le sujet légal. Il n'est pas évident à comprendre, mais bah, en gros, si vous êtes un organisme public ou si vous dépassez 250 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, vous avez des obligations sur tous les périmètres numériques. En dessous, à partir du moment où on fournit un service aux citoyens, c'est le service qui doit être accessible et conforme, et principalement sur tout ce qui est services commerciaux, transport, banque, et les médias. Et ensuite, bah, comment rendre accessible? Bah, effectivement, c'est un autre sujet, mais il va être important parfois d'agir sur le fond. Ça veut dire qu'il y a des contenus sur lesquels on va pouvoir agir, renseigner une alternative à une image. Je vous ai distillé quelques petites pratiques d'accessibilité. Ça va être d'agir parfois sur la forme, sur les couleurs, sur la lisibilité d'un texte. C'est de créer des sites ou des interfaces qui peuvent s'adapter aux besoins de l'utilisateur. Si j'ai choisi sur mon téléphone d'afficher tout en 200% plus gros, il faut que le site ou l'application mobile plutôt affiche les textes en 200% plus gros. Et c'est la compatibilité avec des périphériques adaptés. Certaines personnes vont utiliser des zooms, d'autres des synthèses vocales ou des plages braille. Est-ce qu'on est compatible avec ces interfaces-là? Et donc, en résumant les leviers d'action, on se rend compte que c'est un sujet éditorial, ça touche les équipes qui créent des contenus, c'est un sujet de design, ça touche les équipes qui designent les interfaces, et c'est un sujet de développement, donc ça touche aussi les équipes qui développent les interfaces. C'est un sujet qui est très large et qui, du coup, pour être bien pris en compte, doit être intégré dans l'ensemble de la chaîne de production d'une interface web, mobile ou logicielle. Et pour ça, il faut effectivement former principalement les équipes, intégrer l'accessibilité dans les cahiers des charges. Souvent, on voit beaucoup de manques sur ces aspects-là, c'est-à-dire que les équipes qui achètent des solutions logicielles pour leur entreprise, si elles n'intègrent pas les clauses d'accessibilité dans des cahiers des charges ou des appels d'offres, il est peu probable que les sociétés qui répondent s'engagent sur ce sujet, et donc on se retrouve de cette façon-là avec des interfaces qui sont peu accessibles. Donc l'intégration dans le cahier des charges, donc le plus en amont possible, en tout cas des projets, est fondamentale pour que ça puisse être pris en compte par la suite. Je vais m'arrêter là sur ce webinaire, comme ça si jamais vous avez des questions, on peut interagir un petit peu. J'espère que ça vous permet d'y voir un peu plus clair sur quel est l'impact côté utilisateur-utilisatrice, quelles sont les nouvelles obligations légales et les obligations légales existantes. Et si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre. A priori, il n'y en a pas. Si, Hélène, oui.